Nous y voilà, aujourd'hui vous écoutez le tout dernier épisode de la première saison du réseau de mon réseau. Oui, même si l'idée de continuer cette première chaîne humaine, enthousiaste, inspirée et inspirante jusqu'à une personne Z était une idée très tentante, j'ai décidé de suivre l'intuition que j'avais eue au moment où l'idée de ce format sonore m'était apparue. C'est-à-dire aller à la rencontre de 6 personnes maximum pour illustrer la fameuse théorie des 6 poignées de main, autrement appelée théorie des 6 degrés de séparation. La théorie des 6 degrés de séparation, c'est une théorie établie en 1929 qui évoque la possibilité que toute personne sur le globe peut être reliée à n'importe quelle autre personne sur le globe, donc au travers d'une chaîne de relations individuelles comprenant au plus 5 autres maillons. Bon, on va pas se mentir, nous sommes loin d'avoir couvert le globe tout entier avec cette première série de personnes rencontrées et interviewées, mais quand même, nous voilà rendus à Redon, alors que nous sommes partis du quartier Belleveille à Angers et que nous avons fait escale à 2 reprises, d'abord à Bellevinant en Layon, puis à Chemillé. Nous voilà rendus à Redon, ou presque, puisque nous n'y sommes qu'à travers la magie des ondes, mais mon invité, mon monsieur F, est bien là-bas, lui. Confortablement installé, je le lui souhaite, et prêt à se prêter au jeu de ce podcast, à savoir se présenter à travers des éléments de son parcours, de son activité, ici bénévole et non professionnelle, et évoquer la notion de réseau. Nous voilà rendus à Redon. Pour finir, et pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, Redon est la sous-préfecture du département d'Ille-et-Vilaine, et surtout point de rencontre, / de jonction de 3 départements très voisins, l'Ille-et-Vilaine, le Morbihan et la Loire-Atlantique. Et il sera justement, sûrement, largement question de points de jonction et de rencontres dans les minutes qui vont suivre. En tout cas, je profite de cette introduction pour envoyer un immense merci à toutes celles et ceux qui m'ont aidé à construire cette première saison. Merci à David, à Fanny, à Marie, à Estelle et à François, sans lesquels je n'aurais sans doute jamais rencontré Vincent, qui attend patiemment que j'en finisse avec cette trop longue introduction. Il est temps, on y va. Bienvenue dans le 6e et ultime épisode de la saison 1 du réseau de mon réseau. Bonjour Vincent, à toi de jouer pour te présenter à nos amis auditeurs et auditrices. Écoute, bonjour Vincent, c'est assez simple, j'ai juste à recopier ce que tu viens de me dire. Donc, je suis Vincent Berthelot, j'habite à Redon, et tu as bien situé les choses quand tu as dit qu'on était sur une zone un peu de frontière. Et ce qui finalement, quand tu me le dis, éclaire ce que je vais t'apporter tout à l'heure. Super. Je suis en fait originaire, allez, j'ai une cuisse angevine, une cuisse bretonne, j'ai vécu au bord de la Loire, j'ai vécu dans le vignoble, dans le sud de Bretagne, du côté de l'Orient. Je suis installé à Redon depuis 40 ans. Je suis installé à Redon par amour, puisque c'est là que j'ai rencontré ma compagne et que nous avons décidé de nous installer, ce qui m'a conduit à changer de travail. J'étais au départ, je travaillais plutôt dans le secteur de l'industrie, enfin je travaillais d'ailleurs au ministère de l'Industrie, et cherchant une sortie pour venir vivre à Redon, j'ai décidé de regarder ce qu'il y avait et l'éducation nationale était une des options possibles. Donc je me suis retrouvé instituteur après avoir passé le concours en quittant le ministère de l'Industrie. Donc l'essentiel de mon parcours, c'est comme instituteur. Et en réalité, comme instituteur spécialisé quasiment immédiatement, puisque le premier poste que j'ai eu, je me suis retrouvé dans le secteur médico-social, où j'ai apprécié le travail en équipe pluridisciplinaire, tout un tas de choses. Et j'ai finalement retrouvé dans les partenaires que tu avais déjà fait parler dans le réseau de ton réseau, j'ai réentendu des langages que je connais, des univers que je connaissais également. Dans ce parcours, il est arrivé un moment où j'ai quitté le médico-social pour rejoindre la ville de Redon, pour être plus proche de Redon. Je n'avais pas tellement d'options médico-sociales à ce moment-là et je me suis retrouvé dans une SECPA. J'ai découvert un univers un peu différent, même assez différent finalement. C'est une section d'enseignement général et professionnel adapté qui prend en charge, on va dire, les enfants qui mettent l'école en difficulté, on va dire ça comme ça. Ça a été l'essentiel de mon parcours dans SECPA. J'ai fini comme directeur de SECPA, donc toujours à Redon. Dans la majeure partie de mon parcours, j'ai travaillé vraiment à proximité de Redon et j'ai juste une incursion en direction à un moment sur Bain-de-Bretagne. Voilà. Ça, c'est mon parcours professionnel. Mon parcours, on va dire, familial, ben, j'ai 3 enfants, j'ai des petits-enfants, 5, enfin voilà. Ça prend aussi, ça aussi c'est du réseau, il ne faut pas l'oublier. Ça fait partie des possibilités qu'on a c'est une manière de mailler le monde et de le regarder, ça peut être ce réseau-là. Et autrement, donc je me suis installé à Redon, enfin nous nous sommes installés à Redon, où j'ai eu une vie sociale, associative, etc. Où là, effectivement, il est beaucoup question de réseau. Une des particularités de ce territoire, c'est que les réseaux, ils sont particulièrement riches, abondants, interpénétrés,
et très agréable à vivre. Donc, on est toujours heureux de vivre sur son territoire, mais je peux dire que sur le territoire de Redon, on est pas mal. Voilà, donc voilà un peu mon univers, mon parcours. Est-ce que je peux en dire plus? Non, je crois que ça suffit pour me présenter. Il était question de savoir quelle était l'émission qui me préoccupait. Alors, il se trouve que je suis en retraite. On va commencer comme ça. C'est pas une mission, hein, mais ça peut être un endroit heureux pour y aborder la vie autrement. C'est un peu ce qui m'est arrivé finalement. Donc moi j'ai quitté un parcours professionnel qui m'a bien occupé quand même, hein. Et au moment de partir en retraite, je sais que je veux mettre un sas entre cette vie de travail et cette vie de retrait, si on peut dire, c'est un retrait qui n'est pas tout à fait réel. Je décide de faire un voyage et ce voyage me permettrait de réfléchir à ce que j'allais faire de ma vie en retraite. Sauf que je ne sais pas où aller. C'est assez, c'est tout con, mais je ne sais pas où aller. Pourtant, les prescriptions ne nous manquent pas, hein. Il faut avoir vu ici, être allé là-bas, avoir fait ça, etc., etc. Et en fait, bon, je suis peut-être construit comme ça, mais les prescriptions me font chier. Et j'arrive pas à les entendre comme quelque chose de désirable. Et donc, je botte en touche, je décide que je ne vais pas décider où je vais. Mais je pars quand même. Ah, c'est vrai que tout de suite, ça pose un petit handicap, hein. J'aime bien utiliser ce mot de handicap, mais plutôt comme une opportunité finalement, puisque ça nous oblige à contourner des choses plus habituelles. Et d'un certain point de vue, ça peut être intéressant. Et de ce point de vue, ça m'a obligé à trouver des solutions à ma question. Et j'ai pensé que c'était du côté des autres que ça se situait. Et en relisant mon histoire, je me suis dit, bon, si je demande aux autres de m'envoyer quelque part, ça va pas le faire. Mais si je propose aux autres de regarder dans leur propre histoire, s'il n'y a pas quelque chose qu'ils ont oublié de dire à quelqu'un, moi, je suis prêt, s'ils l'écrivent, à aller porter le message, et ça dessinera ma route. Donc, j'ai proposé aux gens autour de moi, voilà, s'ils avaient quelque chose d'important à dire, pas pressé, hein, pas urgent, puisque moi, j'y vais en vélo. Et ça m'a dessiné une première route, c'était en 2015, qui m'a pris 3 mois et qui m'a fait faire 6 000 kilomètres et qui m'a conduit en fait à faire un Tour de France. Donc, je pars sur cette route qui m'a conduit à faire un Tour de France parce que les premiers messages m'ont envoyé aux 4 coins d'Hexagone. Donc, après, j'ai sélectionné uniquement les messages importants et pas urgents qu'on me confiait sur un espèce de couloir qui faisait le Tour de France, grosso modo. Et ça a été un voyage un peu qui, effectivement, m'a conduit à avoir une retraite qui n'était pas du tout celle que j'avais imaginée. Ceci dit, si j'avais fait aussi ça, c'est qu'il y avait une raison, c'est que je ne voulais pas spécialement être là au moment de la rentrée sociale, avec toutes ces demandes qui arrivent à ce moment-là. Mais tu es libre, viens faire ci, viens faire ça. Demande que j'ai parfois bien du mal à refuser. Et bon, voilà, j'ai choisi de m'isoler un peu en restant connecté et de réfléchir à tout ça. Et ça m'a conduit à faire ce voyage une première fois, puis une seconde. Et au cours de ce second voyage, donc c'était en 2017, je suis reparti pour 3 mois, qui a été un peu différent, même assez différent. J'ai été porter une lettre à un gars qui s'appelle Alain Puiseux et qui est rédacteur en chef de la revue 200. Alors, la revue 200, ça te dit peut-être quelque chose. Les amateurs de vélo connaissent. C'est une revue, on va dire, littéraire qui ne parle que de vélo ou une revue cycliste qui est bien écrite. Enfin, je ne sais pas dans quel sens il faut le dire. Je ne connaissais pas. Personnellement, je ne connaissais pas de sang, je ne connaissais pas Alain Puiseux. Je vais lui porter une lettre et Alain fait une lettre, est journaliste, donc il fait un papier qui paraît dans cette revue et qu'il intitule Le facteur humain. Et ce papier décrit ce qui lui est arrivé quand il m'a accueilli avec ma lettre. Il m'a suivi ensuite parce que j'étais à ce moment-là à Clermont-Ferrand et voilà. Ça a été le début de ce qu'on a appelé, ce qui est devenu un peu une sorte d'identité pour moi maintenant, le facteur humain. Ça veut dire qu'il a été tellement touché par la démarche qu'il a décidé de la valoriser et de la suivre, c'est ça? Il l'a suivi parce que j'ai eu plusieurs petits papiers depuis. Mais en fait, oui, il a été touché par l'histoire.
Après, lui qui est plutôt un écrivain, hein, c'est un journaliste, mais un écrivain aussi, il a écrit des bouquins, qui aime le vélo, qui fait une revue sur le vélo, il voit un gars débarquer avec une lettre, on est du côté de l'écriture, il vient, un gars qui débarque en vélo, enfin je veux dire, j'avais tous les bons points pour lui, hein, c'est un peu facile. Et ce papier a été lu un peu plus tard par un réalisateur de la radio-télévision suisse, qui s'appelle Alexandre Lachavanne, et qui m'a sollicité pour faire un film documentaire sur cette histoire. Lequel film documentaire est en réalité devenu une série documentaire, qu'il a intitulé Le facteur humain. Donc là, j'ai été marqué pour faire de la vidéo ou du film. Et cette histoire a commencé à être connue à partir de là. Et donc, au fur et à mesure des gens que cette histoire touchait, des gens m'ont contacté, souhaitant faire un peu la même chose. Et progressivement est née l'idée qu'on puisse constituer une agence des facteurs humains dont la mission serait de porter des messages importants et pas urgents, point. Et pas urgent, donc lentement, dans un système décarboné. Je dis système, et en fait, c'est une erreur, parce qu'en fait, c'est une organisation uniquement poétique, elle n'est pas systémique. Il n'y a pas de statut, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de pouvoir, il y a juste de la poésie. Et ça n'est pas un système parce que, dans tous les cas, je vais chercher un courrier, je le prends auprès de l'expéditeur et je le porte seul jusqu'au destinataire. C'est-à-dire que je raconte des histoires au départ, je me raconte des histoires sur la route et je raconte des histoires à l'arrivée. C'est en fait une histoire comment dirais-je, d'un objet qui raconte des histoires entre les personnes et sans passer par ce qu'on appelle les réseaux sociaux, qui sont, de mon point de vue, un peu le contraire du travail que tu fais avec le réseau de mon réseau. Puisque dès qu'on commence à industrialiser les systèmes, et c'est le cas des réseaux sociaux, d'une part, on commence à lui donner une valeur marchande, et ça, c'est un souci. D'autre part, on commence à vouloir donc le rentabiliser, récupérer des données, dans tous les sens et constituer avec les algorithmes quelque chose qui en fait nous éloigne du réseau, quelque chose qui nous enferme dans des univers qui seraient les nôtres. Par exemple, je suis cycliste, je serais enfermé dans l'univers des cyclistes, je n'aurais qu'une parole de cycliste. Et ça, c'est ce vers quoi nous conduisent les réseaux sociaux. Le réseau de mon réseau, comme tu le proposes, me semble-t-il, nous conduit à sa façon artisanale vers autre chose, où on garde une dimension humaine, où on garde la possibilité de s'ouvrir à des différences, puisqu'il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de rentabilité. Et c'est marrant, mais je ne sais pas si c'est pour ça que ma proposition, ma petite histoire que tu as racontée, François, résonnait avec la tienne, mais je trouvais que nous étions en phase. On est des artisans et ça, c'est bien. Ça, c'est bien parce qu'on reste dans des petits objets, quand bien même, par exemple, est-ce que l'agence des facteurs humains, qui compte aujourd'hui 85 facteurs, ça reste un petit objet. Et dans tous les cas, voilà, comme on manipule pas d'argent, on manipule pas de pouvoir, c'est quand même un objet qui me semble rester à échelle humaine. Ouais. Voilà. J'avais noté dans mes questions comment fonctionne cette non-structure, cette non-organisation. Je trouve intéressant la notion de non-système. Je ne sais pas si tu valides ce terme-là. Si, je valide exactement. Il y a beaucoup d'idées extraordinairement intéressantes sur la planète. Ouais. Dès qu'elles se transforment en système, elles deviennent un peu dangereuses. Donc les idées sont bonnes. Après, les systèmes, quand ils s'en emparent, ils ont besoin ils consomment leur propre énergie de système au détriment de l'idée initiale, souvent. C'est assez bizarre. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faille pas penser parfois les choses en système, mais il faut bien veiller à garder à ces systèmes une échelle humaine. Ouais. Dès qu'on passe dans des échelles, je dirais, industrielles, on n'est pas au bon endroit, on est sur des endroits qui nous conduisent vers un mur qu'on voit approcher. C'est mon point de vue. Je trouve que ça vaut le coup de s'interroger. Et la seule raison pour laquelle je porte cette idée qui est née un peu de mon premier voyage, c'est qu'elle pose cette question et qu'il me semble que cette question est intéressante à poser aujourd'hui.
Et donc, tu disais que tu as fédéré 85 déjà facteurs humains. Oui. Alors, moi j'en connais un et tu en connais un, donc c'est François qui m'a envoyé vers toi. Et justement, on va l'écouter pour savoir ce qu'il dit de toi et de la raison pour laquelle il t'a choisi comme personnalité et parcours inspirant. Voilà, je te propose d'écouter les mots de François qui te présente. Donc j'ai pris quelqu'un qui est dans le milieu du vélo, et c'est Vincent Berthelot. Vincent Berthelot, à la retraite, il est parti avec son vélo à travers la France, mais il avait une difficulté pour tracer son chemin, en fait. Il ne savait pas comment tracer son chemin. Et il a demandé, dans son entourage, si les gens avaient des courriers à distribuer. Et lui, il irait distribuer le courrier. Il irait le porter de main à main, en fait, de l'expéditeur au destinataire. C'est génial. Il a fait ça. Et une télévision suisse s'est intéressée à son projet et il en a fait un film. Et moi, un jour, Vincent, je l'ai rencontré parce qu'il présentait son film sur mon territoire. Et puis, c'est vraiment... quand on regarde le film, c'est plein de relations humaines, c'est plein de partages, c'est plein de réseaux qui se créent, en fait. Et voilà, moi j'ai discuté avec Vincent et puis finalement... le lien avec Vincent, il s'est fait rapidement. Tout de suite, on sent qu'on est sur la même longueur d'onde, qu'on a plein de partages. Donc, on s'est rencontrés. Et puis un jour, j'ai appelé Vincent et je lui ai dit, mais moi j'aimerais bien distribuer des courriers, comment on fait ? Et voilà, là, j'ai découvert que Vincent, il a commencé à créer un réseau des facteurs humains, avec des gens qui disent qu'ils ont des courriers à distribuer, et puis d'autres qui sont prêts à aller le porter. Donc moi j'ai dit ça m'intéresse, alors je me suis inscrit sur la plateforme là, des facteurs. Puis, finalement j'avais pas beaucoup de courriers. Puis Vincent il m'a dit le mieux c'est tu organises ta tournée. Donc cet été j'ai fait une tournée où j'ai dit par où je voulais aller et là je me suis retrouvé avec 25 courriers. Et là je me suis fait prendre à mon propre piège parce que le dernier courrier alors en fait j'ai distribué des courriers et dans ma tournée il y a des gens qui m'ont redonné d'autres courriers. Et le dernier, c'est le pur hasard, je l'ai distribué dimanche dernier, à Nantes. C'est génial. Donc j'étais à Nantes à distribuer un courrier. Et là, je me pris à mon propre piège, la personne m'a donné 5 autres courriers à distribuer. Donc mon prochain parcours va aller dans le nord de la France. D'accord. Et Vincent, voilà, il a plein d'histoires à vous raconter. Ah, c'est génial. Et ça serait super. Voilà, c'était les mots de François Usureau, donc l'invité de l'épisode précédent. Est-ce que tu veux y réagir, Vincent ? Voilà, qu'est-ce que t'inspire la parole de François à ton propos ? C'est assez curieux parce qu'en fait, François, bien que je le connaisse, je le connais assez peu. On s'est croisés. Je crois qu'on s'est entendu ou compris, mais de manière assez subliminale, en fait. Moi, parce que j'ai eu l'opportunité d'observer assez rapidement l'expérience qu'il conduit sur Chemillé et que je l'ai trouvée fort intéressante, mais sans en avoir plus discuté avec lui. Et réciproquement, c'est-à-dire que lui a manifestement trouvé cette idée du facteur humain intéressante également, mais on ne s'est pas vraiment échangé. Donc en fait, simplement l'observation ou la connaissance de ce que fait l'autre, des fois nous fait comprendre qu'on est sur des terrains avec des proximités. Et donc, si François a renvoyé vers moi, j'aurais pu, par exemple, renvoyer vers François, pourquoi pas, si tu m'avais croisé avant lui. Mais bon, je crois que ce sera en fait plutôt des gens du territoire du Pays de Redon que je te ferai connaître tout à l'heure. Vers qui, justement, est-ce que tu aurais choisi d'envoyer les micros du réseau de mon réseau ? J'aurais fait 3 propositions. La première proposition, elle est bicéphale. C'est bizarre, hein ? Carrément, je t'aurais proposé de rencontrer Franz Degnaud et Gaëtan Hérault. Ce sont 2 jeunes qui ont l'âge d'être mes enfants. Franz est l'animateur d'un lieu qui s'appelle l'Écrouvis. Et l'Écrouvis travaille sur la récupération des matériaux, dans le secteur du bâtiment et sur l'usage, le réemploi en particulier de ce qui, pour d'autres endroits, est considéré comme un déchet. Gaëtan est responsable d'une structure de formation qui s'appelle Noria et qui fait de la formation sur tous les matériaux biosourcés, la terre, la paille, etc., qui fait des formations professionnalisantes,
pour des gens dans le secteur du bâtiment, mais qui voudraient s'orienter vers ce type de matériaux. D'accord. Et ces deux-là, en fait, ils sont sur un réseau qui est lié, puisqu'on voit bien qu'il y a entre l'usage de matériaux considérés comme déchets ou de matériaux biosourcés qu'on récupère, il y avait une connexion qui s'est faite en fait sur le fond, et ils travaillent ensemble sur une espèce je ne vais pas dire une nébuleuse, mais un bel objet qui agite beaucoup d'idées, en particulier autour des métiers du bâtiment, pour faire un pas de côté, aller vers une vraie transition et qui expérimentent des choses intéressantes. Donc des gens qui travaillent déjà en réseau, énormément. Si tu m'avais demandé d'autres propositions, je t'en aurais fait d'autres. Voilà, je t'aurais parlé de Françoise Plissonneau. Françoise Plissonneau est une femme qui est plutôt dans mes âges, même un peu plus, et qui, elle, a mis le temps de sa retraite au service d'un énorme travail en direction des populations migrantes. Elle est dans une association qui s'appelle Soutien Migrants Redon, SMR, et qui fait un énorme travail sur le territoire pour accueillir des gens déracinés qui arrivent ici souvent avec des grandes difficultés, avec également un réseau énorme qui a conduit à la création d'un lieu qui s'appelle la Grande Maison. La Grande Maison est un lieu où 70 personnes du pays de Redon ont investi de l'argent pour créer un espace où on peut loger dans un lieu partagé à la fois des personnes migrantes sans ressources, des gens qui peuvent être concernés par l'habitat social et des gens du tout venant concernés par l'habitat traditionnel, on va dire, voilà. Donc, dans cette grande maison actuellement qui a été achetée par ces 70 personnes constituant société, ils sont en train, et donc les travaux commencent, de créer ce lieu où ce sera un lieu de connexion entre ces populations variées. Et ça, c'est une très, très belle idée. Et je trouve que Françoise, puisque c'est d'elle dont je voulais te parler, est une des chevilles ouvrières de ce très beau projet, et elle mérite d'être connue et d'être remerciée pour la qualité de son travail. Voilà, je t'ai parlé de Françoise, et puis si tu m'avais demandé, je t'en aurais proposé encore un autre. Je t'aurais parlé d'Yves Philippot. Yves, il a mon âge. C'est un peu une sorte de frère, en fait, pour moi. On se connaît depuis que je suis installé dans le pays de Redon. On n'a pas été travaillé dans le même secteur, on a toujours été proches, on est toujours en échange comme des frères. Lui, sa spécialité, déjà un peu avant qu'il ne soit en retraite, et depuis qu'il est en retraite, ça s'est accentué, ce sont les fougères. Surprenant, non? Ah oui. Je crois qu'Yves est un spécialiste mondial de la fougère. Et Yves, qui est habitué à croiser les réseaux, on se côtoie aussi, par exemple, du côté de SMR, donc Soutien Migrants Redon, ou dans d'autres lieux. Yves, lui, s'est constitué un réseau international spécialisé dans la fougère. Donc, il connaît, je crois que chez lui, il y a à peu près 300 espèces de fougères différentes. Et il organise, tiens-toi bien, la nuit de la Saint-Jean, cette année, au mois de juin, la première rencontre internationale de la fougère. Pourquoi, me diras-tu, à la nuit de la Saint-Jean? Il paraît que les fougères n'ont pas de fleurs, sauf à la nuit de la Saint-Jean. Et à la nuit de la Saint-Jean, exactement à Couénongle, près de Redon, il va y avoir un rassemblement pour aller observer ensemble la fleur de la fougère qui ne pousse qu'à la nuit de la Saint-Jean. Incroyable. Bah dis donc. Et donc, voilà, un autre réseau plutôt poétique. Et je trouve que ça vaut le coup de mettre un peu de poésie dans nos vies. Et bah, ça pourrait être une très belle conclusion de cet épisode, parce que le temps file. J'ai juste une dernière question. Si je te dis réseau, si tu dois répondre en un seul mot, pour toi, le réseau, en un seul mot, ce serait? En un seul mot. Humanité. Pas mieux. Merci, Pas mieux. Vincent.
C'est à l'image de ce que ce podcast a essayé de traduire. De proposer, d'alimenter. Donc voilà, je n'ai pas mieux à dire. Nous arrivons donc à la fin de cette toute première chaîne ou première saison du réseau de mon réseau. Encore un immense merci Vincent et tous les autres avant donc de vous être prêtés au jeu avec enthousiasme et malgré sans doute au moins un petit peu d'appréhension, j'imagine. Merci à vous, chers auditeurs, auditrices, d'avoir écouté cet ultime épisode. N'hésitez pas à découvrir ou redécouvrir les épisodes précédents sur la page consacrée au projet à l'adresse www.paroleparoleetcompagnie.com. Le réseau de mon réseau s'offre un petit temps de vacances, bien mérité sans doute, avant de revenir avec une nouvelle saison très prochainement. N'hésitez pas à vous abonner au podcast dans votre application préférée pour n'en rien rater, ou bien à suivre les aventures de Parole et compagnie, je le dis pas trop fort sur les réseaux sociaux, je le dis pas trop fort parce que Vincent m'écoute encore, sur Instagram, Facebook et LinkedIn, les réseaux sociaux qui sont aussi de formidables outils pour accompagner ces dynamiques de réseau interpersonnel à haute valeur sensible et humaine. Voilà, comme toi, j'avais écrit cette phrase à l'avance, mais on se rejoint sur la notion d'humanité. Vincent, à bientôt sur les routes de France, donc en espérant te croiser à vélo. Voilà, n'hésitez pas à faire appel à Vincent. Comment est-ce qu'on peut retrouver ce réseau de facteurs humains ? Agence des facteurs humains. Agence des facteurs humains, voilà, sur Internet. Voilà. Et vous pouvez transmettre vos courriers à un facteur humain qui le transmettra à travers... Après, c'est-à-dire qu'il y a la procédure qui permet d'accéder, parce qu'en fait, on a quand même quelques outils, tu posais la question tout à l'heure, mais on a quelques outils. À découvrir en faisant la recherche des facteurs humains. Et puis, tu as parlé d'un film que peut-être vous aurez l'occasion de découvrir sur Internet, et puis que vous pouvez faire la demande d'organiser un temps de projection en public. C'est ce que tu m'expliquais la semaine dernière au téléphone, Vincent. Voilà, et Vincent se déplace, alors peut-être pas dans toute la France, je ne sais pas quelle est ta zone de déplacement pour la présentation du film. Toute la France, même plus. Allez, toute la France et même plus. Même plus. Un film donc réalisé par la télévision suisse et puis voilà qu'on peut retrouver le temps d'une soirée conviviale, et il n'est pas impossible qu'il y ait une invitation en terre angevine d'ici à cet été pour finaliser en tout cas pour célébrer les interactions qui ont eu lieu à travers ce format sonore. Et puis Vincent proposait de venir projeter son film. Donc voilà, c'est une invitation à finir de construire, mais qui nous enthousiasme beaucoup. Merci Vincent, vraiment, à très bientôt, et merci à vous, chers auditeurs et auditrices. À bientôt. Une production Parole et compagnie.